Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Je suis pas au Maroc, je suis au Sénégal. Merci, merci. En compagnie de nos collègues nos collègues marocains. Voilà, c'est ça? Oui, exactement, de Fès. De Fès. De l'Institut de Fès et de l'Université de Meknès. D'accord, merci. Voilà. Merci chers internautes, merci à vous qui suivez Marketing TV Monde. Je suis ici à l'IAM dans le cadre de la 18e conférence internationale de l'AIMS, l'Association internationale de management stratégique. Et j'ai profité de l'occasion pour interviewer des collègues venant du Maroc et plus précisément de Fès. Je vais leur laisser la parole pour qu'ils se présentent. D'abord, je vais commencer par Abdou. Ensuite, Abdou. Et enfin, Abdou. Donc là, c'est la rencontre des trois Abdou, comme disait l'autre. Abdou. Monsieur, vous allez vous présenter en arabe. Allez-y. Abdelouahed Al-Qarri est conseiller supérieur de technologie de l'université Arabia. Abdelouahed Al-Qarri, المدرسة العليا للتكنولوجيا بجامعة مولاي إسماعيل الكناس, enseignant, chercheur. Très bien, très bien. Et vous êtes au Sénégal dans quel cadre? Oui, en arabe. Non, en français, en français. Je suis dans le cadre dans une conférence organisée par l'Association internationale du management stratégique à Dakar, bien sûr en collaboration avec l'Association sénégalaise de sciences de gestion de Sénégal. D'accord, très bien. Et comment vous avez trouvé le Sénégal? Oui, le Sénégal est un très bon pays. Et le citoyen sénégalien, il est accueillant, il est, comment on dit, il est très serviable. Correct. Correct. Très bien, très bien. Et le climat à Dakar, ça vous plaît? C'est bien comme le Maroc. Comme le Maroc, oui. Très bien, très bien. Je vais donner la parole à notre Abdou. Merci beaucoup, Abdou, là, il se réunissent ici à l'occasion de la conférence internationale de management stratégique. On est dans un cadre agréable, dans l'Institut africain de management, là. Et là, pas loin, là, à proximité, là, il y a tout de suite, là, on écoute les échos de la présentation d'une participation là, pas loin d'ici. Bon, espérons que ça ne va pas influencer négativement donc l'entretien ou l'interview s'est réalisé par le troisième Abdou. Voilà. Le troisième Abdou, c'est Abdoulaye Bambasek. Donc nous sommes ici à l'IAM dans le cadre de la 18e conférence de l'AIMS. 28e, dans le cadre de la 28e conférence annuelle de l'AIMS. Et je suis avec des collègues venus du Maroc et qui ont vraiment manifesté leur intérêt d'être sur Marketing TV Monde. Et nous allons parler de stratégie avec Abdellatif. Voilà, Abdellatif. Qui est Abdellatif? On va d'abord laisser Abdelouahab se présenter. Abdelouahab, est-ce que vous enseignez, dans quelle université vous enseignez au Maroc? Oui, je suis un enseignant-chercheur. J'ai enseigné la matière de la comptabilité, de la fiscalité, de la gestion de paye. Oui. Et aussi de l'analyse financière. Très bien, très bien, très bien. Et c'est Abdellatif qui va faire l'interview. Donc Abdou nous accompagne. Voilà, donc c'est lui qui va animer le débat. Donc voilà, je suis enseignant à l'ENCG de Fès. l'ENCG signifie l'École nationale de commerce et de gestion. L'école nationale المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير. Bien évidemment. Voilà, je dispense des cours, des cours précisément dans 3-4 matières. La théorie d'organisation, la stratégie d'entreprise, l'intelligence économique et bien évidemment aussi le contrôle de gestion. Est-ce que vous enseignez le marketing? Non, du tout. Vous n'enseignez pas le marketing, mais vous êtes sur Marketing TV Monde. Merci beaucoup. C'est normal parce que nous sommes dans une discipline de gestion et c'est à peu près la même chose. Et vous savez, Marketing TV, c'est la télévision du management. Et la première question que nous allons demander, que nous allons poser à Abdellatif, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur la définition de la stratégie d'entreprise? Oui, bien évidemment. C'est vrai, la définition
de la stratégie d'entreprise, c'est pas facile. Donc, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'unanimité. Les auteurs ne s'accordent pas vraiment sur une définition précise de la stratégie d'entreprise. Pourquoi? Tout simplement parce que la définition s'inscrit dans le temps, dans un horizon temporel. On ne peut pas définir la stratégie comme a été définie dans les années 60, les années 50, voilà, par les fondamentaux en stratégie, disons Chandler par exemple, Igor Ansoff en 1965, 1962, Chandler, l'historien des affaires. Voilà. Et bien évidemment, si on fait un saut 50 ans, 60 ans après, bien évidemment la définition ça sera changée bien évidemment en intégrant d'autres variables. Donc je reviens sur la définition des classiques, des fondamentaux. On peut dire que la stratégie, selon, par exemple, je prends l'historien des affaires des années 60, 1962 de Chandler, et la définition pour lui, la stratégie, il consiste en la détermination des objectifs, des objectifs, bien évidemment, mais il inscrit sa définition dans un horizon temporel lointain, la définition des objectifs à long terme, donc, et l'adoption des moyens, bien évidemment, et l'allocation des ressources pour atteindre ces objectifs. Donc vous voyez que la définition de Chandler, il n'a pas vraiment mentionné une variable aussi importante, à savoir la turbulence de l'environnement, l'environnement qui est changeant. Il n'a pas intégré d'autres caractéristiques qui expliquent en fait que la stratégie de l'entreprise, ça peut changer au jour au lendemain. Donc vraiment, et ça complique donc la définition de la stratégie. Donc si je reviens sur la définition de Johnson et School dans les années, voilà, disons en 2008, voilà, pour ces deux auteurs, la stratégie et l'orientation des actions d'une organisation à long terme. Pourquoi? Tout simplement pour atteindre un avantage concurrentiel. Et là, vous voyez qu'il a intégré le concept d'avantage concurrentiel et la notion de la concurrence. Et ils ont ajouté dernièrement, les 10 dernières années, disons les 20 dernières années, les 2 décades dernières, et ils ont intégré aussi donc l'aspect durable, à savoir que l'avantage concurrentiel, ça ne suffit pas aussi, il faut aussi la durabilité. Comment avoir cet avantage concurrentiel et comment le pérenniser et qu'il faut s'asseoir pour des années et des années. Donc c'est pour cela qu'il ne faut pas se contenter d'avoir un avantage concurrentiel. Mais il faut que ça soit pérenne. Bien évidemment que ce soit pérenne, il faut l'améliorer, toujours. Pour que ça soit très difficile à copier. Évidemment. Donc vous voyez que le fait de définir la stratégie dans cette horizon temporelle, ça explique en fait que la stratégie change avec le changement de mode business. La stratégie change. Bien évidemment, la stratégie change. Et parfois même la stratégie change. Et la stratégie qu'on a élaborée au début n'est pas celle qui sera réalisée vers la fin. Donc on parle de la stratégie émergente dans le sens de Mansberg. Il y a des gens qui ont des stratégies émergentes. Donc la stratégie qui émerge vers la fin, c'est une stratégie qui n'a rien à voir avec la stratégie de départ. Mais il faut être dans cette attitude, à savoir que la stratégie, ce n'est pas quelque chose qui est figé, voilà, mais ça change en intégrant d'autres variables, bien évidemment, qui non sont de variables à intégrer dans le processus stratégique, fait que la rationalité absolue qui était à l'époque des classiques, des fondamentaux des années 60, des années 50, etc. Aussi, il faut que ça soit revu pour ainsi parler de la rationalité perçue, donc et dépassée, ou parfois même de parler de la rationalité au niveau de la stratégie. C'est pour cela, la stratégie, une fois elle est terminée, il ne faut pas être voilà, sûr que vraiment ce sera une stratégie gagnante. Normalement, c'est le processus, la mise en œuvre, c'est le déploiement par la suite qui sera responsable plutôt de la réussite. Donc il faut animer, il faut encadrer, il faut revoir les ressources, etc. Finalement, pour aboutir à de bons résultats. Et d'ailleurs, les bons résultats n'existent pas. Arriver à des résultats acceptables pour le moment. Merci. Voilà. La stratégie change, elle évolue. Je crois que c'est la raison pour laquelle le thème de la conférence c'est la passée managériale à l'épreuve des forces de destruction. Donc, monsieur Abdel Latif, les cabinets conseils en stratégie ont élaboré beaucoup de stratégies. Est-ce que les entreprises l'appliquent telle qu'elle? Certainement, pour ne pas être dans la négation totale, je peux dire peu, moins. La majorité des entreprises, n'appliquent pas à la lettre les stratégies ainsi élaborées par les experts, par les bons experts du cabinet de stratégie, mais ils s'adressent à ces cabinets de stratégie, de conseil stratégique, pour finaliser, pour ficeler, pour peaufiner leur stratégie, pour une raison,
réputation internationale. Donc c'est une question de légitimité institutionnelle. Une fois le plan stratégique est là, il pourrait toujours finalement jouer avec ça comme une variable stratégique, le fait que ma stratégie a été élaborée par X ou par Y, c'est un cabinet de renommée internationale, et donc ça pourrait toujours tirer avantage du fait que sa stratégie est élaborée par KPMG, par Deloitte, par le cabinet de Michael Portage, je ne sais pas comment il s'appelle, vous voyez, donc c'est une question de légitimité. Mais pour ne pas être dans la négation totale, pour ne pas être pessimiste, oui, certaines entreprises appliquent bien évidemment ces stratégies élaborées, ils sont en conformité avec ces stratégies, et d'ailleurs c'est ça qui explique le risque, le fait que c'est un facteur qui est le succès, le fait de se conformer à la stratégie, mais parfois c'est dur, c'est très difficile pour l'entreprise de se conformer à la lettre de la stratégie ainsi élaborée par ces cabinets de conseil. Mais il faut qu'il trouve les moyens, il faut qu'il se force, il faut parce que les experts dans les cabinets de conseil, vraiment, ils essayent d'être plus ou moins corrects, plus ou moins rationnels pour élaborer. Je pourrais même utiliser un terme plus chic, la fabrique de la stratégie. Parce qu'on parle en arabe, on dit Sina'at et stratégie. Donc ça devient, donc la stratégie en elle-même, ça devient Sina'at et stratégie, c'est-à-dire la fabrique de la stratégie. Donc c'est une question de fabrique, c'est une question de mécanisme. Et actuellement, on assiste à une stratégie de la diplomatie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cela, surtout pour les entreprises africaines? Ça, c'est une question intelligente, d'ailleurs, que vous êtes conscient de l'impact de l'intelligence économique sur la performance des entreprises. Et d'ailleurs, bien évidemment, si l'entreprise qui est intelligente, qui est consciente de cette impact-là, bien évidemment, il sera une stratégie, bien évidemment, donc il pourrait avoir une stratégie c'est vrai, une entreprise qui intègre cette variable, la diplomatie, donc ça veut dire qu'il y a une sorte de lobbying, voilà, en matière de la formulation de la stratégie. C'est très important, une entreprise qui est consciente de l'impact, de l'influence de toutes les parties prenantes sur sa stratégie, ça sera une entreprise bien évidemment gagnante, une entreprise performante. Et d'ailleurs, les parties prenantes sont nombreuses, il n'y a pas que les clients, il n'y a pas que les fournisseurs, il n'y a pas que l'État lui-même, il y a aussi les organismes non gouvernementaux, il y a les associations, c'est beaucoup, la société civile d'ailleurs, voilà. Donc vous voyez que puisque ces parties prenantes, ils sont nombreux, ils sont multiples, et chaque partie prenante a un système d'objectifs propres à elle, donc ça devient très compliqué pour l'entreprise. C'est pour cela qu'il faut jouer sur le lobbying, sur la diplomatie stratégique. Pourquoi une entreprise gagnante, une entreprise qui arrive à élaborer une stratégie en prenant en considération ces différents points de vue, des opinions de ces parties prenantes. Il y a une conscience de l'importance de cette diplomatie, stratégique, de ce lobbying. L'entreprise qui gagne, c'est l'entreprise qui a la capacité d'influencer. Et pour avoir la capacité d'influencer, il faut avoir au moins deux éléments, à savoir la capacité de convaincre, comment convaincre l'autre pour qu'il adhère à votre plan stratégique. Et aussi, il y a le deuxième élément important, je le considère aussi important, c'est la capacité de séduire. Très bien. Comment donc les entreprises marocaines, les entreprises sénégalaises, ils ont la capacité, on pourrait développer la capacité de séduire les autres pour qu'ils collaborent avec elles, etc. Et ils s'inscrivent dans une logique plutôt de créatrice de valeur ensemble. Donc les entreprises européennes, les multinationales séduisent les Africains, les entreprises africaines. Elles sont en train de mettre en œuvre des stratégies. Est-ce que ces stratégies-là qu'elles mettent en œuvre, surtout à l'échelle africaine, sont créatrices de revenus pour nos entreprises locales? Peu. Pour ne pas être dans la négation c'est total, oui, peu. Pourquoi? Parce que voilà, la logique internationale elle est un petit peu différente de la logique de l'entreprise africaine. Parce que l'entreprise la multinationale est dans une logique de création de valeur, de fric pour elle. Et l'entreprise locale, elle est dans une logique malheureusement de minimisation de coûts parce que la plupart des relations, elles sont dans une relation de sous-traitance. Et quand on parle de sous-traitance, on est soumis à un donneur d'ordre. Un donneur d'ordre, voilà, c'est la multinationale. Est-ce que vous pensez que le fait d'être dans cette relation de donneur d'ordre, ça peut finalement créer plus de valeur pour l'entreprise locale et pour le citoyen? Je ne pense pas. Si on se plaint
dans un horizon lointain, dans un horizon lointain, il faut penser à ce qu'il faut augmenter dans l'échelle de valeur pour penser à faire autre chose et que la relation soit win-win dans un sens finalement de ne pas rester tout simplement sur la sous-traitance, mais de développer des produits, des services propres à elle, et pourquoi se collaborer entre elles, et être aussi un concurrent fort qui a un pouvoir de négociation avec la multinationale un jour ou un autre, pour ainsi parler sur le même pied d'égalité en termes de négociation, parce qu'on est dans, oui, l'entreprise multinationale cible toujours l'entreprise locale, parce qu'elle est petite, parce qu'elle est moyenne, parce que les locales n'ont aucune chance. Donc la chance qu'elle reste, et ça reste dans le cadre bien évidemment de conseil, je pourrais toujours dire que en tant que professeur de stratégie à l'École nationale de commerce et de gestion, je peux toujours conseiller les entreprises dans ce sens-là, surtout les entreprises africaines, voilà, de développer vraiment des pratiques de collaboration entre elles d'abord pour qu'elles deviennent fortes. Voilà. Et par la suite, il faut donc, voilà, une fois on a cette force de négociation, on pourrait toujours donc aller vers ces multinationales. C'est pas facile parfois parce qu'il y a cette notion de diplomatie stratégique qui se dessine sur le plan des pays, des États, etc. Mais bon, il faut faire qui tente rien n'a rien, bien évidemment. Donc on reste toujours dans ça. On voit qu'il y a beaucoup d'entreprises marocaines qui sont au Sénégal. Est-ce que c'est dans ce cadre-là qu'elles sont ici? Exactement, c'est pour cela. Moi j'ai abordé la question tout à l'heure, sur la question de se coopérer entre elles, de ne pas faire parler seuls, les entreprises africaines. Le fait que les entreprises marocaines sont là, étendent la main aux entreprises sénégalaises, c'est dans ce sens-là de se renforcer par l'interne. C'est ça, la force, ça vient de l'intérieur. D'abord, il faut penser à ce qu'on soit forte, d'accord. Et par la suite, on passe, pourquoi pas, on passe donc à une alliance avec une firme multinationale, avec nos exigences. Pourquoi pas l'absorber même? Ça sera pas facile, mais on peut toujours rêver. Oui, bien évidemment, bien évidemment. Donc là, l'entreprise africaine, il faut qu'elle sache une chose très très importante, c'est qu'on est dans un environnement incertain, on est dans un environnement hyper compétitif, d'accord. Il faut qu'elle gère ces deux variables caractérisantes de l'environnement d'aujourd'hui. L'hypercompétition, là c'est une variable, là, soit on est là, voilà, dans cette mouvance-là de concurrencer, voilà, et soit on est conscient de l'incertitude de l'environnement changeant, et soit si on est conscient, on pourrait toujours réussir, sinon voilà, on pourrait toujours bien évidemment échouer. Sur les deux principes, l'hypercompétition et l'incertitude, je pourrais toujours... Allez-y. Ouais, merci beaucoup. Sur le principe de l'hypercompétition, on peut toujours donc revenir sur les travaux réalisés par un grand professeur qui est à l'occasion ici, et je l'ai croisé par hasard, Fawzi Misbah, qui a beaucoup travaillé sur l'hypercompétition, l'environnement hypercompétitif. D'accord. Donc les dirigeants des entreprises pourraient toujours revenir sur les travaux de ce grand chercheur-là, qui a tracé l'histoire de la stratégie aussi. Ces 4 dernières années, ont ainsi proposé que dans l'environnement hypercompétition, il faut changer la stratégie. Il ne faut pas rester sur la stratégie des années 60, des années 70, même des années 90, mais il faut créer de la valeur autrement, il faut innover, il faut rompre avec les anciennes. Voilà, il faut innover. Je vais m'arrêter à l'innovation. Voilà, nous, on a essayé d'innover dans l'enseignement du management en créant Marketing TV Monde. Au moins, c'est la télévision du management, Marketing TV. Vraiment, je vous félicite d'abord de prendre cette initiative-là, initiative jeune, et la force, ça vient de la jeunesse, d'accord, c'est pas des vieux, les vieux ils sont toujours là, sont un dictionnaire pour nous, on pourrait toujours revenir sur ça, etc. Mais comme je sais pas comment il s'appelle la statue que vous avez, le monument de la Renaissance. Voilà, et là, je le vois ici, montrez-moi, le monument il est comme ça, vous voyez que la femme n'oublie pas l'ancien, et l'enfant qui sera un jeune, elle espère aussi faire mieux, et l'homme qui est le pilier, voilà, et c'est vraiment un homme. On vous salue, merci beaucoup, continuez et bon courage. Merci beaucoup, merci. Vous allez continuer à suivre une fois au Maroc Marketing TV. Bien évidemment, et ça sera l'occasion aussi de vous inviter si vous voulez bien. Oui. Voilà,
d'assister à une conférence qu'on va l'organiser bientôt le 20 et le 21 mars sur le tourisme au Maroc. Mars 2023. Non, juin, désolé, le 20 et le 21 juin 2019, là tout de suite dans une semaine. Ouais, Voilà. dans une semaine, je vais être là. Vous serez le bienvenu. D'accord. Et donc, ça sera l'occasion à l'École nationale de commerce et de gestion de Fès. Et vous serez gâtés là-bas. Voilà. Je ferai du bête là. D'ailleurs, comme on est gâtés ici au Sénégal, on est chez nous. D'accord. Vraiment, merci beaucoup. D'accord, c'est moi qui vous remercie. Un dernier mot sur Marketing TV d'abord. Oui, je vous remercie pour votre initiative. On n'en peut plus que... Aussi, je vous encourage. Merci. En arabe. أشجعك كثيرا. En arabe vous aussi. أهنئك كثيرا على هذا البادرة وأشكرك كثيرا على الترحاب وإن شاء الله نبقى على تواصل ولهذا استدعيتك قليلا أن تكون حاضرا معنا في الملتقى الدولي الذي سينظم في المدرسة الوطنية للتجارة والتسويق وعلى هامش هذا المؤتمر سنناقش مواضيع مهمة تتعلق بتخصص إفريقيا على مستوى السياحة ومواضيع أخرى إذا كنت مهتما سوف تكتشف بنفسك ما سيدور حول هذا الملتقى ومرحبا بك بدعوة ثانية إن شاء الله في فاس في بلدك الثاني المغرب إن شاء الله. في الحقيقة اكتشفت لأول مرة السنغال وأعترف بأن السنغال هما ناس مضيافين بكل حقيقة وهذه سأحكيها Merci. شكرا merci beaucoup, merci à vous et à très prochainement. Merci Abdallah. C'est les Abdou, voilà, merci beaucoup, merci à vous. Merci.